Chapitre 21. Que déciderait l'homme? Madame Hélène avait dû lui dire « Voilà ce que nous allons faire. Qu'en pensez-vous » ? « Je n'ai pas vu Madame Hélène, » dit Jourdan. « Plus rien. Depuis le jour du métier à tisser. Ce jour-là, j'ai remarqué qu'elle me regardait comme si elle avait quelque chose à me dire, mais elle n'a rien dit. » On n'avait plus vu Mademoiselle Aurore. On approchait de l'été. Les blés étaient verts, bleus. « J'ai envie, » dit Bobby, « d'aller chez elle et de demander. »« Demande, » dit Jourdan. « Quoique, » ajouta-t-il, « ça me paraît une chose sûre. »« Quoi ? Qu'elle donne son blé ?»« Je le crois, » dit Bobby, « mais je voudrais savoir si son fermier le donnera aussi. »« Il est comment ?» demanda Jourdan. « Enfin, toi qui le connais mieux que moi, il ressemble à quoi ?»« Je crois, » dit Bobby, « que s'il donnait son blé, ce serait très important. » Il avait besoin de croire à la joie. Joséphine avait détruit l'ordre et la paix. Elle apparaissait souvent. Il semblait que pour elle, le plateau n'avait pas d'étendue et que la vie, c'était venir. À un trouble de l'air, Bobby se disait « Elle est là ?» Il allait derrière le hangar. Elle était là. Elle disait « Viens ». Ils allaient à la forêt pour ne pas être vus. Elle se glissait derrière le talus des narcisses. Elle disait « Tu es ma vie. Je ne peux pas vivre sans toi. » « Et si je mourais, disait-il, je mourrais. Et si je n'étais pas venu ? Ah, alors, il se souvenait de sa vie passée, rouge et noire comme un brasier de charbon. J'aurais pu ne pas venir, disait-il. Il y avait 7 chances sur 10. Qu'aurais-tu fait ? Rien ? Joséphine, je voudrais avoir le temps comme avant. Le temps de quoi ? Le temps, pas plus. Je veux dire que maintenant, il y a toi. Tu n'as plus envie de moi ? Si. Tu ne m'aimes plus ? Si, je t'aime, mais ce qu'il faut savoir, Joséphine, c'est qu'autour de nous, il y a, malgré tout, le monde entier. Il lui disait tout ça très doucement et il la regardait avec ses yeux clairs. Il lui disait sincèrement tout ce qu'il pensait. Il était malheureux de la voir comme dépouillée de tout. Il ne pouvait pas comprendre qu'elle était peut-être plus riche que toute la terre. Il ne savait pas que la gravité de ce visage était beaucoup plus joyeuse que le rire. « Je voudrais que tu profites de tout. »« Tu es tout, » disait-elle, « et toi seul me fais envie. » Depuis que les nuits étaient devenues aussi chaudes que les jours, on entendait chanter les hautes montagnes. La fonte des neiges les faisait ruisseler d'eau, les glaces qui pendaient contre les parois des vallons s'étaient écroulées avec des bruits de tonnerre. Les forêts de mélèzes ayant repris leur feuillage avaient étoffé les pentes. L'herbe des pâturages avait adouci le râpement du ciel aigre contre les glaciers, et tous les échos s'étaient réveillés. Les ruisseaux et les torrents bondissaient partout, comme des courses de moutons ou des cavalcades de grosses juments blanches. Très haut dans la montagne, là où les vallons n'étaient plus creusés que comme la paume d'une main et où venait s'appuyer le tranchant des glaces éternelles, on entendait parfois hennir les glaciers. Ils restaient encore un moment immobiles, puis soudain ils se cabraient dans le craquement de leurs muscles de fer et les avalanches libres galopaient vers les fonds. Alors, le long des veines et des artères du grand pays, au milieu duquel se trouvait le plateau de Grémone, le long des ruisseaux, des torrents, des rivières, des sources au fond de la terre, courait le gonflement d'une nouvelle force des eaux. Le bruit de la montagne arrivait dans le vent, et quand le vent changeait de côté, il apportait le grincement des larges plaines couvertes d'un blé déjà craquetant comme une carapace d'insecte. Un après-midi, Bobby se dit qu'il fallait absolument savoir tout de suite ce que l'homme avait décidé. Il ne servait plus de rien d'être porté par le plateau Grémone dans le retentissement des chansons sauvages de la montagne. Il se sentait de plus en plus tiré hors du monde par le noir travail de l'amour. « Je vais voir Madame Hélène, » dit Bobby. « Il faudrait peut-être mieux aller voir carrément cet homme, » dit Jourdan, « et tout lui expliquer. »« Ça n'est pas encore le moment, » dit Bobby. Les sycomores de Fra Joséphine étaient en pleine feuillaison et le bourdonnement des ramures composait un grand silence autour de la maison des maîtres. Bobby monta l'escalier de la terrasse. Il regarda par la porte vitrée. Le salon était rouge et désert. Dans les vitres se reflétait un ciel plombé. « Que voulez-vous ?
La porte d'à côté s'était ouverte. Mademoiselle Aurore était là. « Je voudrais voir Madame Hélène. »« Entrez. » Le salon sentait le vieux meuble engraissé de cire. « Asseyez-vous. » Elle lui désigna une chaise près de la fenêtre. Elle s'en alla au fond du salon, où il y avait un peu d'ombre rousse, et elle s'assit dans un fauteuil. La haute pendule battait lentement. Dehors, le ciel se faisait de plus en plus sombre. Bobby entendit une voix mâle et paisible et qui chantait. Il n'y avait plus que ce bruit dehors. La lourdeur de l'air avait assommé les arbres. Les branchages pendaient sans bouger. « C'est le premier que j'entends chanter de son propre gré, » se dit Bobby. « Madame Hélène est là ?» demanda-t-il à haute voix. « Elle n'est pas ici, » dit Aurore. « Ah, je croyais qu'elle allait venir. Elle viendra, mais plus tard. Je vous ai fait entrer pour l'attendre. Elle n'est pas au château. »« Non. »« Elle restera longtemps ?»« Oui. »« Je ne sais pas si je pourrais l'attendre. Comme vous voudrez. Je voulais lui demander quelque chose d'important. Demandez-le-moi, peut-être que je le sais mieux qu'elle. »« Cet homme, dit Bobby, chante souvent comme il fait. »« Souvent. »« Toujours si paisible. »« Toujours. » Nous avons décidé de mettre tout notre blé en commun et j'avais dit à Madame Hélène de lui demander s'il voulait être avec nous. C'est moi qui ai fait la commission. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, s'il ne le sait pas d'avance, c'est qu'il n'a rien compris. Il est entier dans tout ce qu'il fait. Il ne l'a pas dit avec méchanceté, au contraire, il s'est mis à rire. Il n'aurait pas dû rire, c'est une chose très sérieuse. Mais il a eu l'air de penser justement que c'était très sérieux. « Je crois, mademoiselle, que vous ne m'aimez pas, » dit Bobby. « Je ne vous aime sûrement pas, » dit mademoiselle Aurore, puis elle ajouta « Qu'est-ce que vous voulez dire, au juste ? Je veux dire que vous n'avez pas d'amitié pour moi. »« L'amitié, c'est autre chose, » dit-elle. « Pourquoi n'aurais-je pas d'amitié ? Une fois, vous m'avez parlé avec une violence et une colère terribles. Je n'ai pu ni faire un geste, ni vous répondre, j'étais comme changé en pierre. Je ne vous ai pas dit le quart de ce que je voulais vous dire. Pourtant, demoiselle, une autre fois vous m'avez essuyé la tête avec votre tablier. C'était avant, dit-elle. C'était avant, dit-il. Et je n'ai jamais su pourquoi, tout d'un coup, j'avais perdu tout mon mérite. Elle resta un moment silencieuse, puis elle dit à voix basse, « Vous n'avez rien perdu de votre mérite. »« Restez où vous êtes, » ajouta-t-elle, car elle venait d'entendre craquer la chaise. « D'ici où je suis, je vous vois. Le jour vient de derrière vous, et on dirait que le jour vient de vous. » Il se tourna vers elle. « Je ne vous vois pas, » dit-il. « Vous vous êtes mise dans l'ombre. Écoutez-moi, je ne suis qu'un pauvre petit homme qui fait des tours d'acrobate dans les villages. Voilà ce que je suis. Mais je me suis aperçu peu à peu que mon cœur pouvait tout comprendre et je crois que c'est le plus grand malheur qui puisse arriver à une créature vivante. Je connais un peu l'homme qui chante dehors, sous les sycomores. Il m'a dit que j'étais un poète. Vous venez de parler comme je parle. La voix de mademoiselle Aurore était elle-même une voix d'ombre. « Soyez tranquille, dit-elle. Vous ne connaissez pas le plus grand malheur de la terre. Je ne sais pas si c'est le plus grand, mais j'en connais un et il n'est pas petit. Quand on est sur le sommet d'une colline et que l'aube n'est pas encore arrivée, et votre chemin s'en va devant vous, et vous pouvez l'imaginer tout plat parce que devant vous c'est la nuit où tout peut s'inscrire, mais peu à peu le jour monte et voilà que maintenant vous voyez d'abord devant vous un vallon qui s'approfondit, puis de l'autre côté la terre qui remonte, et derrière cette terre d'autres vallons, puis des montagnes et des sommets jusque par-delà le ciel. Je ne manque pas de courage. Les hommes ne manquent pas de courage. Je pense que je vais descendre le vallon, remonter la terre de l'autre côté, et peu à peu, avec mon courage et ma force et mon espoir, je monterai mon chemin sur les plus hautes montagnes. Mais maintenant, de plus en plus, il y a le jour, et de plus en plus, sous moi, le vallon s'approfondit. Le premier vallon, celui qui est tout près de moi, celui qui tout à l'heure était plein de nuit et qui portait le chemin que je m'imaginais raide comme une tringle à travers l'air, voilà qu'il se creuse, et qu'il se creuse.
Ce que je croyais tout à l'heure être le fond n'était qu'une nappe de brume. Le fond, c'est encore bien plus profond par en bas dessous. Et voilà que maintenant, dans la lumière qui est plus claire, vous voyez sur les parois de cette pente les buissons et les taillis, et les forêts, et les épines, et la course des bêtes, et la traverse des ravins, et les murailles de rochers, et de plus en plus la lumière devient claire, et quelque chose vous dit qu'elle peut continuer à s'éclaircir de moment en moment jusqu'au fond de l'éternité, sans jamais s'arrêter de vous faire découvrir de plus en plus des épines, et des murailles, et des obstacles, et des attaques, et des traverses, et des empêchements. Voilà que vous ne pensez plus à monter sur les cimes, là-bas, loin où la lumière étincelle, pourtant comme les bonds d'une chèvre blanche. Voilà que vous ne pensez même plus que votre force et votre courage et votre espoir vous permettront seulement de descendre dans le premier vallon qui, d'instant en instant, s'approfondit. Mais voilà que maintenant, vous criez en vous-même comme un désespéré, que je fasse seulement un pas devant moi. C'est tout ce que ma force me permet, et toujours la lumière augmente. Il avait parlé vite, comme enivré, mais sans un geste. Il s'arrêta pour respirer. Elle resta silencieuse. Toujours la lumière augmente. Soyez tranquille, dit la voix d'ombre. Vous ne connaîtrez jamais le plus grand malheur de la terre. Pourquoi? Parce que vous êtes un homme. Vous les faites plus forts que ce qu'ils sont. On entendait dehors le chant de la voix mâle, il était paisible et un peu triste. Je vais voir si vous êtes un menteur, dit la voix d'ombre. Vous vous criez en vous-même, Dieu que je fasse un pas, mais la lumière qui éclaire de plus en plus le monde vous enlève toute espérance. Et voilà ce que vous avez pensé tout de suite après votre cri désespéré. J'irai là-haut tout droit avec des ailes. Là-haut, ce sont les cimes où vous dites que la lumière saute comme une chèvre blonde. N'est-ce pas vrai? C'est vrai, dit-il. On ne perd jamais tout l'espoir. Et c'est pour moi un mystère, dit-elle. C'est la vie qui le veut. Je ne peux pas savoir, dit-elle. Vous êtes malheureuse? Oui. De ce grand malheur que vous dites? Oui. Expliquez-le-moi, dit Bobby. Il y a peut-être des moyens de faire pousser des ailes à votre corps? Ah! Non, dit-elle. C'est un malheur si humble. Ce sont des choses du corps ordinaire, ajouta-t-elle au bout d'un moment. Allez-vous-en, cria-t-elle en se dressant. Je vous ai menti, je ne suis pas malheureuse.